Chapitre 1 Torvin. Le soldat Ted Torvin n'était pas dans la meilleure disposition d'esprit pour la guerre. Il n'était plus dans la meilleure disposition d'esprit depuis qu'il avait reçu sa notification officielle pour la dîme, combien déjà 5 mois auparavant. Félicitations, citoyens, recevez les bénédictions de l'empereur. Vous, ainsi que 50% de la population de votre sous-secteur dans la ruche, avez été réquisitionnés par la glorieuse Providence et la main divine pour rejoindre l'Astra Militarum dans les rangs du 2e régiment d'infanterie de Skadi. Vous êtes appelés au service du très saint empereur de l'humanité. Soyez reconnaissants et louez votre destin, car votre vie acquiert dès cet instant un sens nouveau, aux côtés des milliards d'autres comme vous qui combattent vaillamment et meurent avec dignité dans le but de préserver la pureté et la sécurité du glorieux impérium. Par la bataille, vous vivrez à jamais, aux yeux de l'empereur, et la lumière du trône d'or vous éclairera pour l'éternité. Un mois après avoir été réquisitionné, Torvin avait été envoyé faire ses classes pendant 80 jours sur Eda, une lune de Skadi, avant de devoir passer près de 2 mois en transit dans le Warp, à bord du transporteur Ombre de Radiance de la marine impériale. Et le voilà qui arrivait à présent sur un autre monde, une idée qui lui semblait complètement absurde, ou au moins digne d'un subterfuge compliqué. Mais le fait n'en était pas moins là. La chaleur humide, écrasante qui pénétrait partout, et même là, dans l'enceinte des épais murs d'une chapelle de l'ecclésiarchie, c'était un niveau de température et d'hygrométrie que l'on ne rencontrait jamais sur Skadi, planète suffisamment éloignée de son étoile pour rester plongée en permanence dans un hiver glacial. Mais malgré tout, avec cette chaleur inconcevable et omniprésente, même après avoir survolé la jungle impénétrable qui étendait à la ronde un camailleux de verre que jamais Torvin n'aurait pu s'imaginer, même avec la puanteur constante du sol humide et de la végétation pourrissante, cette odeur si prégnante qu'il avait l'impression de la boire par le nez, même avec tout ça, il n'avait pas la sensation d'avoir voyagé jusqu'à une planète loin, très loin de la sienne. Il comprenait le concept de se trouver dans l'un des niveaux supérieurs de la cité de Karou, sur le monde jungle de Gondwa 6, mais il ne sentait pas la réalité de la chose. Il n'avait pas la sensation d'avoir été arraché au seul foyer qu'il ait jamais connu pour être déposé à des années-lumière de là. Il avait la sensation qu'il était resté parfaitement immobile et que la galaxie tout entière avait pivoté autour de lui. Torvin observa la chapelle richement décorée où il se trouvait. L'espace était tout en longueur, plein d'alcôves et d'échos. Les rangées de bois minutieusement sculptés avaient été empilées le long des murs afin de dégager suffisamment d'espace pour permettre à une compagnie entière de l'Astra Militarum d'y installer ses sacs de couchage. Le personnel du quartier général de la force d'intervention ainsi que le 2e d'infanterie de Skadi s'était installé dans ce vaste bâtiment de l'ecclésiarchie dès leur arrivée sur Gondwa 6. Les prêtres de l'Adeptus Ministorum avaient loué les soldats du 2e d'infanterie de Skadi et ils les avaient bénis au nom de l'empereur, à grand renfort d'encens et de chants religieux, mais leurs expressions renfrognées disaient clairement leur déplaisir à voir la garde impériale réquisitionner ainsi leur lieu de culte pour y bivouaquer. Avec ses murs de pierre, son haut plafond voûté et les immenses fresques qui la décoraient, la chapelle parut tout de suite familière à Torvin. Elle ressemblait énormément à celle qu'il y avait sur Skadi et, supposa-t-il, à celle de bon nombre d'autres mondes impériaux. La pièce maîtresse de l'édifice était l'immense vitrail au bout de la nef, qui occupait tout l'espace entre le sol et le plafond vertigineux, et montrait le saint empereur paré de son armure dorée, avec sa tête ceintée d'un halo lumineux et une épée flamboyante entre ses mains. C'était peut-être la familiarité de cette image qui donnait à Torvin l'impression d'être encore chez lui. L'empereur, qui les fédérait tous, était présent, n'importe où, dans l'espace impérial. Malgré tous les aspects familiers, il y avait dans la chapelle de nombreuses représentations que Torvin ne reconnaissait pas. Des saints et des martyrs natifs de Gondwa 6 et des mondes environnants. Leurs noms
ne lui disaient rien, mais leurs exploits, il en était sûr, étaient connus par cœur des enfants de Gondoissis. L'un des murs était couvert d'une impressionnante fresque, montrant la jungle touffue dont émergeaient d'imposantes silhouettes en armure rouge sang, des Space Marines de l'Adeptus Astartes. Ces anges véritables de l'empereur avaient-ils déjà foulé le sol de cette planète? L'idée qu'il se trouvait sur un monde où avait combattu l'Adeptus Astartes suffit à convaincre Torvin qu'il était, effectivement, bien loin de chez lui. Rien de la sorte ne s'était jamais produit sur Skadi. Il n'était clairement plus sur son petit monde gelé, quasi inconnu. Tout autour de lui, les soldats de son peloton étaient assis sur leur couchage ou debout, en train de ranger leur équipement dans leur pactage, de préparer leur matériel, de nettoyer leurs fusils laser avec minutie. Ils bavardaient avec animation. Certains riaient même. Comment faisaient-ils pour rire en un tel instant? Alors qu'ils attendaient de recevoir leurs ordres du commandement, alors qu'ils attendaient de savoir quand ils seraient envoyés dans la jungle menaçante pour y affronter les orques. Ce sont des bêtes sauvages, à l'esprit obtus, qui ont réussi à comprendre comment élaborer tant bien que mal une technologie rudimentaire à l'extrême, à peine fonctionnelle. Ils sont stupides, grossiers et dénués de tout talent, hormis une capacité à charger droit vers leur mort aux mains des valeureux gardes impériaux. Ils peuvent paraître imposants au premier abord, plus grands qu'un humain et plus musclés, mais les apparences sont trompeuses. Leurs muscles sont plus volumineux mais aussi plus faibles que ceux d'un humain. Et quand bien même leur masse ne le laisserait pas croire, il ne faut pas hésiter à les attaquer au corps à corps, car les humains sont plus forts et capables de les abattre d'un coup de baïonnette à la gorge. C'était peu ou prou le contenu de leur briefing sur les orques. Mais juste après, alors qu'ils sortaient à la file de la salle de réunion à bord de l'ombre de Radiance, Torvin avait entendu des vétérans du régiment, aussi rares qu'ils soient, en train de s'esclaffer entre eux. « Sont stupides, ça c'est sûr », avait dit un caporal inconnu de Torvin. « Mais par le trône, faudra pas compter sur moi pour laisser ces salopards approcher suffisamment pour attaquer à la baïonnette. »« M'en parle pas !» lui avait répondu un autre des rares ayant de la bouteille. « Moi un coup, j'en ai vu un de ces peaux vertes. La moitié de la mâchoire en moins et tout ça. Il a attrapé les bras du soldat Avden et il les lui a arrachés sans qu'il lâche son fusil laser. Va falloir les abattre à distance, à mon avis. Un trait de laser entre leurs yeux rouges, du plus loin possible. » Plus faible qu'un humain, avait continué à marmonner le caporal qui s'éloignait. En voilà un beau ramassis de conneries plaqué à leur faim. Entre soldats, il se murmurait que la durée de vie moyenne d'un garde impérial fraîchement émoulu qui débarquait sur son premier champ de bataille était d'un peu moins de 15 heures. Torvin savait bien qu'il ne tarderait pas à être jeté dans les combats, et il entendait pratiquement déjà le battement d'une immense horloge qui égrenait les minutes jusqu'à la fin inéluctable. Il fixa les yeux sur son matériel, étalé devant lui sur le sol dallé de pierre. Il savait bien qu'il avait transbahuté tout ça depuis la navette de descente, mais d'un seul coup, il avait l'impression d'en avoir beaucoup trop. Et il n'était plus trop sûr de savoir tout mettre dans son pactage. Levant les yeux, Torvin vit Frent, le responsable des coms de son escouade, en train de visser une longue antenne sur l'émetteur Vox qu'il emporterait avec son équipement. Un peu plus loin, un équipage de bolteurs lourds était occupé à charger des bandes de munitions dans ses cantines métalliques. Lui, au moins, il n'avait pas à trimballer tout ce matériel en plus. Il pouvait au moins s'estimer heureux de ce qu'il avait, comme le lui répétait toujours son père. Mais à tout prendre, il se serait estimé vraiment, vraiment heureux, si, par exemple, les orques avaient tout simplement décidé de laisser tomber et de quitter Gondoissis. Mais après tout ce qu'il avait entendu dire au sujet des peaux vertes, il savait qu'il n'y avait aucune warp de chance que ça se produise. « Hé, Torvin !» Torvin, se retournant, vit approcher Algarn, le caporal de son escouade. C'est un homme sec et élancé, au visage mince et anguleux, avec les cheveux blancs typiques de leur monde natif, gelé.
Oui, caporal? Vous faites quoi? Je fais mon pactage pour être prêt à partir, fit Torvin. Ordre du sergent Trouvet. Algarn balaya du regard son sac vide et son matériel étalé tout autour. Vous savez que vous devez remettre tout votre matériel dans votre pactage, soldat. Oui, caporal, répondit Torvin. Je voulais juste vérifier d'abord que j'avais bien tout. C'est ce qu'ils nous ont appris à faire pendant les classes. Bon, fit Algarn, qui regardait toujours l'équipement flambant neuf et bien proprement aligné par terre. Et vous avez tout, hein, c'est bien ça? Oui, caporal. Algarn renifla. Ouais, vous en êtes bien sûr. Oui, caporal, répéta Torvin, soudain bien moins sûr de lui qu'il ne l'était un instant auparavant. Je pense que oui, caporal. Vous avez tout votre matos, hein? C'est bien ça? Torvin était complètement basculé dans le doute. On va quand même très probablement aller tirer sur des orques. Vous êtes au courant, bien sûr, soldat. Oui, caporal. Et avec quoi, par le trône, vous comptez leur tirer dessus, soldat Torvin? Mon fit Torvin d'une voix incertaine. Jetant un regard à la ronde, il vit que son fusil laser était toujours appuyé au mur, près de la porte, là où toute l'escouade avait laissé ses armes. Il ne restait plus que la sienne. Ouais, fit le caporal Algarn. Vous allez en avoir besoin pour déchaîner la furie de l'empereur, non? Oui, caporal, répondit Torvin. Je sais bien ce que je vous ai dit et répété, vous les nouvelles recrues, que c'était encore plus important de veiller sur ses chaussures et ses chaussettes que sur son fusil laser, mais c'est pas une raison pour l'oublier derrière vous, hein. Oui, caporal, mes excuses, caporal, fit Torvin, qui sentit ses joues s'empourprer tandis qu'il partait récupérer son arme. Il ramena son fusil laser avec le reste de son équipement, sans cesser de se flageller pour sa stupidité. Pendant les classes, la punition pour un fusil perdu ou oublié était de 17 coups de fouet. Là-bas, les instructeurs le répétaient inlassablement à chaque recrue. Si vous voulez faire partie des rares qui survivent au-delà des 15 premières heures, vous avez intérêt à vous souvenir de votre entraînement. L'empereur protège ceux qui se souviennent de leur entraînement. Torvin posa son fusil laser à côté de son pactage, à un endroit où il serait impossible à oublier une deuxième fois. Et puis, il entreprit de ranger le reste de son équipement, sans cesser de regretter que sa peur ne soit pas aussi facile à remballer. Son pactage contenait tout le matériel dont l'Astra Militarum avait décrété qu'il avait besoin pour être un instrument efficace de la volonté du Saint-Empereur. Kit d'entretien pour fusil laser avec huile sacrée et chiffon fraîchement bénis par les technoprêtres, 2 cellules énergétiques de rechange pour fusil laser, 3 jours de ration alimentaire de synthèse riche en nutriments, manuel du fantassin impérial, un rouleau de papier toilette, gourde d'eau, comprimé purificateur sacré, 2 paires de chaussettes de rechange, un maillot de corps de rechange, 2 caleçons standards de rechange, un imperméable, Medipack standard de la garde avec tonique béni, petit modèle, sac de couchage et toile bâchée, 2 rasoirs, mousse à raser, brosse à dents et dentifrice, et enfin un kit de messe comprenant assiette, tasse, bol et un hybride cuillère, fourchette, couteau que les soldats du 2e de Skadi appelaient généralement un BAFR parce que c'était pour baffrer et parce que c'était un bidule alimentaire fichtrement ridicule. Quant au reste de son matériel, à savoir son casque, son armure flak et son harnais, lequel comportait une autre cellule énergétique pour fusil laser, un couteau pliant, sa baïonnette et sa gourde principale, il le posa sur le côté, bien conscient qu'il devrait tout porter sur lui au moment de se mettre en marche. Pour finir, il sortit le seul objet en sa possession, qui ne lui avait pas été fourni par l'Astra Militarum. Une petite impression picte. Il n'était pas certain d'être autorisé à l'emporter avec lui, mais c'était bien ce qu'il avait l'intention de faire. Il ne pouvait pas la laisser derrière lui. Cela ne faisait que 2 mois qu'il était devenu soldat de l'Astra Militarum, mais il avait déjà eu le temps d'apprendre des vétérans bien des leçons essentielles. Ne jamais se porter volontaire pour quoi que ce soit. La vie d'un soldat
consiste à se dépêcher d'aller attendre. Si c'est pas à toi, t'y touches pas. Et la seule occasion où tu devrais demander la permission de faire quelque chose, c'est quand tu veux que la réponse soit non. Il avait vu que les autres soldats gardaient des objets personnels, comme des talismans accrochés à leur ceinture ou coincés dans leur casque. Certains d'entre eux favorisaient les images de saints ou d'autres figures religieuses enfilées sur la chaîne de la plaque d'identité qu'ils portaient autour du cou. Il y en avait quelques-uns avec des pictes ou des lettres de leur famille, mais ils étaient vraiment minoritaires. Les lettres étaient rares pour la simple et bonne raison que le gros de la population active de Skadi savait à peine lire juste ce qu'il fallait pour faire son travail, et pour la plupart cela se limitait à savoir lire les horaires de changement d'équipe à la mine. Quant à l'écriture, c'était encore pire. Et les pictes étaient plus rares même que les lettres, car seules les familles les plus aisées pouvaient s'offrir un pixographe. Torvin s'apprêtait à suivre l'exemple des autres soldats, et à partir du principe qu'il pouvait garder son image picte tant qu'elle restait cachée, surtout quand la commissaire, Redvin, était dans les parages. Il baissa les yeux sur l'image au creux de sa main. Mélina. Elle lui souriait depuis le passé. Jamais Torvin n'avait connu quelqu'un qui souriait autant que Mélina. La plupart des habitants de Skadi n'avaient pas souri un seul jour de leur vie. Cela dit, la vie dans les mines enfouies sous la glace ne prêtait pas tellement à sourire. Mais Mélina souriait. Sur leur monde gelé, elle avait été sa source de chaleur. Ils auraient dû se marier la semaine précédente. Et voilà que ça n'arriverait jamais. Et il se répétait sans cesse, comme un mantra, que son entraînement le sauverait. Torvin avait le désagréable pressentiment qu'avec son espérance de vie de 15 heures, il était sûr et certain de ne plus jamais revoir son monde natal, sans parler de Mélina. 4e peloton, rassemblement. La voix tonitruante de la lieutenant Olga Gernson, commandante du peloton de Torvin, émanait de son torse puissant pour aller se répercuter sur les murs de pierre de la chapelle, aussi assourdissante que l'explosion d'une grenade frag. Torvin la vit descendre la nef à longue foulée, avec son casque et son armure flak, qui ne faisaient que souligner à quel point elle était massive. Sa réputation était presque aussi impressionnante que sa stature, et ainsi, tous les soldats du 2e de Skadi, même ceux qui n'appartenaient pas à son peloton, l'appelaient Olga Ogrine, car personne n'aurait su dire comment quelqu'un, homme ou femme, pouvait atteindre une taille aussi monstrueuse sans avoir un abhumain quelque part dans sa famille. Évidemment, personne ne le lui disait en face, ni à portée d'oreille d'un officier, ou pire encore, d'un commissaire. Mais, s'il ne faisait aucun doute qu'elle connaissait son surnom, elle ne paraissait pas s'en soucier outre mesure. Torvin se hâta de glisser son image de Mélina dans sa poche poitrine. « Rassemblement, je vous ai dit, soldats !» rugit à nouveau Gernson, visiblement mécontente du peu d'entrain de ses hommes. Torvin supposa que ça y était, qu'ils allaient connaître la mission qui avait été promise au peloton. Ils étaient sur le point de partir mener une glorieuse bataille au nom de l'empereur, et le compte à rebours n'allait pas tarder à s'enclencher pour Torvin. « Ok, » fit Gernson. « Dépêchez-vous de remballer votre pactage, on va pas tarder. L'objectif de notre première opération sera de tenir l'avant-poste 4, une station de surveillance placée sur la voie d'accès vers Karou. Nous allons relever la milice locale, assurer une présence sur place et affronter tous les peaux vertes que nous verrons. Car il s'agit d'un point crucial pour surveiller les mouvements ennemis. Des orques ont été repérés dans cette zone. Apparemment, le champ magnétique de cette planète nous fout la vérole dans les coms et on peut pas plus assurer une surveillance rien qu'à moitié efficace. Et en plus, avec ces saloperies d'arbres partout, on voit pas grand-chose depuis l'orbite non plus. Il va falloir procéder à l'ancienne, en direct, sur le terrain, pour localiser l'ennemi. Quand on les voit débarquer, on lance une fusée de détresse, et ensuite, on se met à abattre du xéno. Elle se tourna vers le sergent Trouvet pour conclure. Je veux que le peloton soit prêt à se mettre en marche d'ici 1 heure. Oui, madame. Gernson salua Trouvet d'un signe de tête avant de se retourner vers les soldats du 4e peloton. Continuez comme ça, soldats, lança-t-elle avant de s'éloigner. Torvin s'attendait plus ou moins à ce qu'elle prononce quelques mots encourageants ou rassurants, mais visiblement, ce n'était pas à l'ordre du jour.
Il se remit à son pactage. « Tenez !» Torvin, levant les yeux de son matériel, vit devant lui le caporal Algarn, qui lui tendait une tablette de données. Torvin la prit et la retourna pour consulter l'écran. Departamento Munitorum, formulaire 87 390 B. Message de demande de correspondance. Comme les autres bleus, vous avez la possibilité d'écrire à votre famille si vous voulez, fit Algarn. Racontez à ceux que ça intéresse que vous vous apprêtez à avoir votre premier combat, que vous pensez à eux en même temps et que vous combattez pour l'empereur. Peu importe. Je me cogne de ce que vous allez écrire, du moment que vous grouillez en fait. Merci, caporal, dit Torvin. Maniez-vous, c'est tout. Torvin baissa les yeux sur la tablette. Il avait immédiatement su que c'est à Mélina qu'il écrirait. Mais d'un seul coup, il se retrouvait sans savoir quoi dire. Il jeta un coup d'œil à Algarn qui le surplombait toujours comme un nuage noir. Difficile de se concentrer avec le caporal perpétuellement agacé, dressé de toute sa hauteur juste à côté de lui. « Vous pourriez me donner une petite minute, caporal ?» Torvin regretta immédiatement ses paroles, en voyant les sourcils d'Algarn s'arquer. « Non, soldat, par le foutu warp, je vais certainement pas vous donner une petite minute. Je veux que vous me balanciez là-dessus la trône de guimauve que votre petit cœur de chochotte peut bien avoir à raconter à vos petits bourgeois de papa-maman, et en vitesse, que je puisse passer au suivant de ces troufions avant qu'on se mette en route. Trône, vous donnez une petite minute, c'est mon pied dans le fondement que je vais vous donner, Torvin. » Désolé, caporal. Torvin se repencha vers la tablette. Veuillez noter que toute correspondance sera examinée et contrôlée, lut-il sur l'écran. Toute information sur des opérations en cours seront censurées. Tout contenu hérétique ou blasphématoire seront également censurés et pourront donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la mort. Il saisit les coordonnées de Mélina dans la rubrique du formulaire qui concernait le destinataire, puis il rédigea un bref message. Trop conscient du fait que tout ce qu'il écrirait serait lu, il ne pouvait pas lui parler de la terreur qui s'était emparée de lui, en sachant que sa vie se terminerait probablement le lendemain. Et même en laissant sa peur de côté, ses mots étaient impuissants à décrire le gouffre qui s'était ouvert en lui lorsqu'il l'avait perdu. Il écrivit quelques phrases, toujours conscient de la présence impatiente du caporal Algarn. Quand il relut son message, il le trouva totalement hors de propos. Ma très chère Mélina, j'espère que tu vas bien. Je vais très probablement affronter les orques au combat, sous peu. C'est le fait de penser à toi qui m'aide à tenir. Tu me manqueras toujours. Ted. Ces mots sonnaient creux, mais il n'eut pas le temps de rajouter quoi que ce soit. Algarn tendait déjà la main, claquant des doigts pour que Torvin se dépêche de lui rendre la tablette. Il indiqua ses coordonnées en bas du formulaire, nom, grade, matricule, puis envoya son message. Soldat Torvin T. Votre demande de correspondance a bien été envoyée. Le Departamento Munitorum transmettra votre message dès que le formulaire X7132 BDEPO1 aura été contrôlé et approuvé par un cerveau-crâne au quartier général de votre régiment. Arrivée du message à destination, sous un délai compris entre 3 et 72 semaines standard. Le caporal Algarn arracha la tablette de données des mains de Torvin et partit en quête d'autres recrues qui ne s'en étaient pas encore servis. Il était clair qu'il considérait tout cela comme une perte de temps. C'était sûrement quelqu'un de plus haut placé sur la chaîne de commandement qui lui avait ordonné de permettre aux soldats de l'unité d'écrire à leur famille. Plus jeune, alors qu'il était encore sur Skadi, Torvin avait entendu un jour un membre de la noblesse parler du message reçu de sa valeureuse fille qui, ayant été conscrite, était partie lutter contre la menace Xéno quelque part dans la galaxie au nom de l'empereur. Torvin se rappelait assez bien du père rapportant comment elle avait décrit la gloire de la guerre contre l'immonde Xénos, parlant de la présence de l'empereur qu'elle sentait la soutenir. Torvin se demanda tout d'un coup si elle ne s'était pas en fait sentie comme lui,
seul, terrifié, mais incapable d'en parler dans un courrier qui serait contrôlé. Il lui parut soudain évident que si l'Astra Militarum laissait les soldats de première ligne écrire à leur famille, ce n'était pas pour leur bénéfice. C'était juste pour entretenir un sentiment général de fierté et de sécurité. Torvin termina de remballer son pactage et il le posa juste à côté de son harnais, son plastron et son fusil laser. Il se rapprocha ensuite d'un groupe de soldats de son escouade occupés à discuter entre eux. Ils avaient tous bien accompli leur mission de se dépêcher et c'était donc le moment d'attendre. Les soldats Ernest Norsten, Freya Gorm et Henrik Gerndt, tous comme Torvin, étaient des gardes impériaux, fraîchement émoulus, qui avaient été conscrits en même temps et avaient fait leur classe ensemble. « D'abord, est-ce qu'elle a déjà été au combat ?» disait le soldat Norsten. « Qui ça ?» demanda Torvin en essayant de rattraper le début de la conversation. « La lieutenant Garnson » lui répondit Norsten. « Elle se donne des grands airs d'autorité, mais personne n'a l'air de savoir si elle a déjà été au combat pour de bon ou pas. »« Personne d'entre nous s'est jamais battu, » fit remarquer Gorm. « C'est vrai, » lui dit Norsten, « mais on est des simples soldats. Elle est lieutenant. Ce serait bien de savoir si notre chef de peloton est capable de réagir quand ça va commencer à chauffer. »« Bah, pourquoi t'irais pas lui demander ?» fit Gerndt, qui sous-entendait clairement que c'était la pire idée du monde. « Certainement pas, » répliqua Norsten. « Je suis pas suicidaire. Elle serait capable de me casser en deux sur son genou. »« Ça, tu l'as dit. Et du coup, ce sera sûrement pareil avec les peaux vertes, » fit Gorm. « C'est la lieutenant, de toute façon, donc qu'est-ce que ça peut bien faire ? » « J'espère qu'on le saura bientôt, » fit Norsten. « J'espère que les orques vont attaquer quand on occupera cet avant-poste, parce que j'ai vraiment trop hâte de buter des Xénos. Je vais m'en faire au moins une douzaine, je suis sûr. »« Mais oui, c'est ça, » fit Gorm en levant les yeux au ciel. « Tu vas être un héros de l'Imperium, c'est clair. »« Peut-être que oui, » répliqua Norsten. « On se rappellera de mon nom sur Skadi. On n'a pas trop de héros par chez nous, donc au moins on se souviendra de moi. Norsten le tueur d'orques. J'en abattrai peut-être même 2 douzaines si j'arrive à passer en première ligne. Trop hâte. » Norsten se tourna vers Torvin, qui écoutait sans rien dire. Il n'en revenait pas de l'audace de son camarade, capable de reprocher ses grands airs à la lieutenant Garnson, alors qu'il se vantait pratiquement par avance de la renommée qu'il allait atteindre en tant que fameux héros de guerre. « Et toi alors, Torvin ?» demanda Norsten. « Combien d'orques tu vas tuer ?»« Je n'y ai pas trop réfléchi, » répondit-il sans mentir tout à fait. Il n'avait rien fait d'autre que de réfléchir à ce qui l'attendait au combat contre les orques et à ses chances ou non de survie, mais il n'avait pas du tout pensé au nombre de Xénos qu'il allait tuer. Il partait juste du principe que la réponse serait 0. « J'y ai pas trop réfléchi, » répéta Norsten à l'intention des autres. « Tout le monde fait que ça, penser à tuer des Xénos. »« Sûr, » fit Torvin. « Je vais probablement en tuer quelques-uns. »« Tu m'en as pas l'air trop sûr, hein, » répliqua Norsten. « C'est quoi, tu les aimes tant que ça, tes Xénos ?»« Norsten !» réagit immédiatement Gorm dans un chuchotement sévère. « Pas de ça, même pour blaguer. »« C'est peut-être pas pour blaguer, » lui dit Norsten. « J'ai bien vu comment Torvin fait rien qu'à se morfondre. Et puis j'ai vu ça aussi. » Torvin réagit trop lentement, quand Norsten, bondissant en avant, se saisit de l'image picte qui dépassait légèrement de sa poche de poitrine. « Hé !» protesta-t-il. Il voulut la récupérer, mais Norsten s'était déjà écarté, et il scrutait l'image de Mélina. « C'est qui, ça ?» fit-il. « C'est à cause d'elle que t'as autant la trouille ?»« Rends-la-moi, Norsten, » supplia Torvin. « C'est important. » Il voulut à nouveau attraper l'image picte, mais Norsten la tenait encore hors de sa portée. « D'abord, dis-nous qui c'est. »« Très bien, » soupira Torvin. « Elle s'appelle Mélina. Maintenant, rends-la-moi. »« C'est ta petite copine ?» voulut savoir Norsten. « On allait se marier, » répondit Torvin. « Et maintenant, rends-moi la picte. Elle est mignonne, joli sourire. Dommage, tu la reverras jamais, » fit Norsten en fixant Torvin. « Pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec ça ?
Faut vraiment que tu sois niais pour croire que tu retourneras sur Skadi un jour. Attends, je vais t'aider à te mettre dans l'ambiance pour aller au combat. » Il saisit l'image à deux mains, s'apprêtant à la déchirer. Mu par un réflexe, Torvin lui sauta dessus et le projeta contre la pierre dure et froide du sol de la chapelle. À califourchon sur son torse, il tendit la main pour arracher l'image du poing de Norsten et réussit à la récupérer, peut-être parce qu'il l'avait pris par surprise. Il serra l'image au creux de sa paume et ramena son bras en arrière, se préparant à envoyer un coup de poing en plein dans la tête de Norsten. Il n'en eut pas l'occasion, car une lourde botte le frappa au flanc et l'envoya rouler plus loin, relâchant son camarade encore sous le choc. « Par le trône, qu'est-ce que c'est ce foutu bordel, soldat ?» Torvin, le souffle coupé, se retourna. Levant les yeux, il vit que la dite botte était lacée aux pieds du sergent Trouvet, commandant en second du peloton. Ce dernier était presque aussi massif que le lieutenant Gernson, et personne ne se posait la question de savoir s'il avait déjà été au combat au cours de sa carrière dans la garde impériale. C'était l'un des rares vétérans expérimentés qui avait été transféré d'autres régiments pour venir rejoindre la toute récente unité du 2e d'infanterie de Skadi. Il avait le visage couturé de cicatrices, et l'un de ses yeux avait été remplacé par un augmentique après lui avoir été arraché par un xénos plein de pattes couvert d'une épaisse carapace, quelque part sur un monde lointain. « Désolé, monsieur, » bredouilla Torvin. « Vous venez pas de m'appeler monsieur ?» enragea Trouvet. « Je suis sergent, pas officier. M'appelez pas monsieur. Je bosse pour gagner ma solde, moi, par le trône. Et maintenant, vous allez me répondre. Qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel ?» Norsten démarra au quart de tour. « C'est Torvin. Il est en train de s'énerver parce que je lui ai dit qu'il retournerait jamais sur Skadi, sergent. On était en train de parler de tuer des orques, et j'ai l'impression qu'il en a pas trop envie. Il se comporte comme un lâche. » Comme si ce mot était un signal projeté dans le vaste univers, Torvin vit apparaître quelqu'un de pire encore que le sergent Trouvet, la commissaire Maeve Redvin. Comme tous les commissaires, elle portait une casquette noire, ornée d'un aquila en or, resplendissant. Son plastron poli arborait un motif de crâne décoratif, et elle portait, par-dessus, un long manteau noir à épaulettes, doré, doublé de rouge sang, dont les pans dansaient autour de ses jambes, tandis qu'elle se rapprochait d'un pas lent et délibéré. Le sergent Trouvet lui-même ne disait plus rien. « Nous avons un lâche dans les rangs, sergent ?» demanda la commissaire Redvin en les rejoignant. « Pas dans mon peloton, commissaire, » répondit Trouvet. « Je peux vous l'assurer. »« Quel est le problème dans ce cas ?» reprit Redvin. « Votre peloton est sur le point de se mettre en marche. Nous ne voulons pas de problème de discipline avant même que vous ayez démarré. »« Non, commissaire, » dit Trouvet, en se tournant vers Torvin et Norsten. « C'est juste que ces deux-là sont si impatients d'affronter les peaux vertes qu'ils peuvent pas s'empêcher d'en venir aux mains entre eux. » La commissaire Redvin scruta Norsten et Torvin. « Eh bien, soldats, veillez à garder votre combativité et votre courage, » souligna-t-elle en fixant Torvin avec une sévérité pratiquement inhumaine pour l'ennemi. Torvin déglutit avec difficulté. « Oui, commissaire, » répondit-il pratiquement à l'unisson avec Norsten. « Très bien. Poursuivez donc vos occupations et faites une bonne chasse, » conclut la commissaire Redvin en pivotant pour s'en aller dans un grand mouvement de son long manteau. « L'empereur protège. » Norsten se tourna vers Trouvet dès que Redvin fut parti inspecter les autres soldats présents dans la chapelle. « Sergent, je... Fermez votre claque-merde, vous, parce que j'ai vraiment pas besoin que la commissaire vienne me coller au cul, » le rembarra immédiatement Trouvet en le pointant du doigt. « Écoutez-moi bien, y a pas un soldat qui peut vraiment dire comment il réagira quand ça commencera à chauffer. Donc remballez-moi vos accusations de lâcheté et contentez-vous de braquer votre fusil laser dans la bonne direction au moment voulu. Et maintenant, finissez votre pactage. » « Je l'ai déjà. » Le sergent Trouvet foudroya Norsten du regard. « Oui, sergent, » fit ce dernier. Le sergent Trouvet s'en alla, et les soldats restèrent assis en silence. Torvin se demanda si Norsten avait raison. Est-ce qu'il était un lâche ? Il ne s'était jamais considéré comme tel avant d'être conscrit pour la dîme, mais depuis ce jour-là, le qualificatif ne lui semblait plus si éloigné de la réalité. Quand il était encore sur Skadi,
juste après avoir reçu l'annonce de sa conscription, il avait envisagé de prendre Mélina avec lui et de s'enfuir. Il n'aurait pas eu tellement de mal à disparaître dans le dédale de taudis qui constituait les strates inférieures de la cité ruche. Mais il ne pouvait pas demander un tel sacrifice à Mélina, et il n'avait pas envie non plus de passer le reste de sa vie comme déserteur, poursuivi sans relâche par l'arbitesse. En cas de désertion, pour échapper à la dîme, le châtiment était l'exécution à vue. Si le fait de choisir de déserter faisait de vous un lâche, alors la situation était claire. Torvin était trop heureux pour être un lâche. Il regarda la commissaire Redvin qui circulait entre les rangs. Les soldats qui se taisaient à son approche se grandissaient comme pour se montrer l'image des valeureux soldats de l'Imperium. Il se fit la réflexion que c'était peut-être l'ironie sous-jacente de tout l'Astra Militarum. Chacun des gardes impériaux était trop heureux pour être un lâche.